Aujourd'hui, on se retrouve pour 15 threads d'horreur. Ah oui, c'est beaucoup, je suis d'accord. C'est une petite compilation de threads d'horreur terrifiants que j'ai déjà raconté sur la chaîne. Je te laisse kiffer ces histoires effrayantes et si tu veux soutenir, tu connais, le petit pouce bleu et un abonnement. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Bonjour, je m'appelle Thomas. Cette histoire se passe quand j'ai 3-4 ans. Aujourd'hui, j'en ai 18. C'est pour ça que l'histoire est principalement basée sur le témoignage de mes deux cousines. Noah qui avait 17 ans au moment des faits et Charlie qui en avait 23. Alors je préfère le préciser pour certains ou certaines, oui les deux prénoms peuvent s'utiliser avec les deux sexes, donc il n'y a pas de souci là-dedans au cas où. On était fin août durant les vacances d'été, nous passions 2 semaines dans un parc aquatique avec d'autres activités, un truc du style Center Park. Il y avait mon père, ma mère, mes deux cousines et ma grand-mère. C'était lors d'une après-midi, mes cousines m'avaient emmené dans un parc de jeux et on devait aussi faire des courses. Une fois les courses finies, elles posent les sacs par terre pour aller les charger dans leur vélo, mais à ce moment-là, Charlie a reçu un coup de fil. Et elle s'est éloignée pour mieux entendre puisque nous étions au centre de plusieurs activités. Il y avait donc pas mal de bruit ambiant. Noah a donc commencé à charger les courses seul et c'est là que je lui ai demandé si je pouvais aller ramasser des pommes de pin. J'aimais énormément ça petit, ne me demandez pas pourquoi, j'adorais jouer avec, c'est tout. Vu que j'étais du genre très calme et sage, Noah a accepté que j'y aille, à condition que je reste dans son champ de vision. Mais avant d'arriver au moment bizarre, il faut que je vous décrive un petit peu qui est Noah. Malgré son petit gabarit, 1m60 pour 50 kg, c'est probablement la plus musclée de mon entourage, car elle a fait énormément de sports de combat et elle a aussi un tempérament assez explosif. Et elle a jamais eu peur de se battre, peu importe la tête de son adversaire. Bref, je ramasse mes pommes de pin, tout content, et là je vois un homme d'au moins 60 ans qui tient plusieurs pommes de pin dans les mains. Et il me regarde en me faisant signe de venir. Bien sûr, j'avais été mis en garde plusieurs fois par rapport à des adultes dangereux, mais du haut de mes 3 ans, je pensais que vu que ma cousine était à 5 mètres de moi, je ne risquais rien. Je me suis donc avancé vers le monsieur qui a rapidement lâché les pommes de pin pour essayer de m'attraper. Heureusement, j'étais assez loin pour qu'il n'y arrive pas du premier coup et que je me mette à crier, mais il a rapidement réussi à m'attraper. Mais c'était trop tard, Noah m'avait entendu et elle a commencé à foncer sur le mec et lui a hurlé dessus. Dans la panique, le mec a essayé de me tirer et je me suis débattu. Et Noah a littéralement sauté sur le monsieur qui s'est écroulé sous le choc et m'a donc lâché. Elle lui a collé de droite avant de l'immobiliser au sol. Le monsieur essayait de se débattre pendant que Noah hurlait le nom de Charlie. Pendant tout ce temps, tous les gens aux alentours s'étaient tournés vers nous. Certains avaient appelé la sécurité, mais ils ne leur ont pas dit que c'était pour une tentative de kidnapping, mais pour une agression d'une jeune sur un adulte, car ils n'ont pas vu ce qui s'était passé avant. La sécurité est donc arrivée en attrapant Noah pour qu'elle lâche le monsieur, et elle essayait tant bien que mal de leur expliquer qu'il avait essayé de me kidnapper. Elle m'a même raconté qu'elle leur a hurlé. C'est lui le coupable, il a essayé de kidnapper mon cousin juste ici, pauvre con. Dans le doute, la sécurité a donc embarqué Noah et le monsieur. Entre-temps, Charlie était revenu à cause de l'agitation et m'a directement prise dans ses bras en appelant mes parents pour aller chercher Noah au centre de sécurité du centre. Je tiens à signaler que Charlie et mes parents n'étaient pas au courant de ce qui s'était passé avant, là où la sécurité avait emmené Noah. Après une discussion avec la sécurité et Noah, tout le monde a rapidement compris ce qui s'était passé. Le monsieur a donc été arrêté et jusqu'à mes 15 ans, je n'ai pas su la fin de l'histoire car mes parents ne voulaient pas me faire peur. Maintenant, je sais que c'était un monsieur activement recherché pour kidnapping, séquestration et des actes sur des moins de 18 ans. Je ne remercierai jamais donc assez Noah pour m'avoir sauvé d'un taré. Ah voilà, hein, on va se le dire dans les commentaires, bravo Noah, clairement. Elle a sauvé son petit cousin de 3 ans en défonçant un vieux monsieur qui était un machin, faut pas dire le mot, hein, vous savez. Mais bravo à elle quoi, sérieux, bien joué, il n'y avait pas tout le monde qui aurait eu la force nécessaire et tout, et l'engouement, tu sais, le truc quoi, pour lui venir en aide. Donc bravo à elle. Ce qui fait que maintenant, on passe au prochain thread d'horreur. Je suis une personne sensible, je dirais même très sensible. Je suis capable de ressentir des présences comme si elles étaient vraiment là sous forme humaine. Parfois, je sais même qui c'est, et je l'ai vu plusieurs fois. Mais je suis pas vraiment dans les trucs paranormaux, donc je préfère ignorer ça. Je dis ça parce que la semaine dernière, quand je travaillais, je montais dans l'ascenseur et j'ai vu un homme venir avec moi. Il portait un badge d'employé, souriant, mais il a disparu en une fraction de seconde. J'étais avec des amis et j'ai dû expliquer pourquoi j'avais eu si peur. Alors j'ai fini par en parler. Sauf que maintenant, je me sens pas bien. Hier, je me suis réveillé à 8h15 avec mon album de K-pop qui est tombé sur mon étagère.
À la base, c'était accroché au mur de mon lit. Puis là, d'un coup, un objet lourd, ma lampe, a frappé ma jambe. J'ai décidé de me réveiller et d'attraper mon téléphone. Et c'est là que j'ai pu voir depuis ma garde-robe une chemise être jetée sur moi. Encore une fois, bon, j'ai décidé de l'ignorer. Mais aujourd'hui, à la même heure, 8h15, toutes mes affaires sont tombées de l'étagère, une par une, jusqu'à ce qu'un livre très lourd me frappe à la tête et que je me réveille. D'ailleurs, j'ai pu remarquer que toutes les choses étaient sur mon lit. Et les choses les plus éloignées du bord tombaient en premier. Et les choses faciles à tomber tombaient plus tard. D'ailleurs, l'atmosphère dans ma chambre était glaciale. Je ne sais pas ce que c'est, mais je n'aime pas ça. Je ne sais vraiment pas si je dois continuer à l'ignorer, faire quelque chose pour l'expulser ou lui demander ce dont il a besoin. Cette fois, je ne sais pas qui c'est. Chez moi, j'ai déjà senti mon grand-père, mais il n'a pas parlé. Et j'ai même senti une petite fille, mais elle est à peine à l'intérieur. Elle joue d'habitude dans mon garage. Sachant qu'en plus de ça, aucun de ces esprits n'a été assez fort pour lancer des objets. Mon grand-père possédait sa famille et je ne sais pas quoi faire. Je ne suis pas une personne religieuse. Je n'ai pas de religion et je ne pense pas que mon énergie est faible non plus. Voilà, alors dites-moi quoi faire s'il vous plaît. Alors comme vous l'avez capté, on a peut-être affaire à un esprit frappeur. Pour ceux qui aiment bien Harry Potter, vous voyez le petit Peeves là qui fait que des conneries. Ça pourrait bien être ce genre d'esprit malveillant. Voilà, n'hésitez pas à dire vos petits commentaires là, ça peut aider, on sait pas. Allez, on passe directement au prochain thread d'horreur. Alors juste avant de commencer ce thread d'horreur, n'oublie pas, regarde bien si tu as mis le petit pouce bleu. Je sais, il y en a, ils oublient. Et si t'étais pas abonné, je compte sur toi, j'espère qu'on va atteindre les 30 000 abonnés bientôt. Alors pense-y, c'est très important pour un petit créateur. En tout cas, merci pour ton soutien. Allez, sans plus tarder, on reprend directement. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée au milieu des années 90. J'étais à ce moment-là enfant, peut-être âgé de 6 ou 7 ans. Nous avons fait un voyage en famille à la plage en Floride. Nous logions dans une maison de plage à quelques pas de la plage. Nous sommes allés à la plage et j'étais censé rester en vue de ma mère. Mais bon, j'ai un petit peu divagué et je suis allé en bas. Et avant que je ne m'en rende compte, j'étais perdu. Beaucoup de maisons se ressemblaient et je ne savais pas laquelle était la nôtre. Et je ne pouvais voir ma mère nulle part. Sachant qu'en plus, il a commencé à pleuvoir. Je suis arrivé à un chemin qui, j'en étais sûr, menait à notre maison. Seulement, ça ne menait pas du tout à une maison, mais plutôt à un parking. Il y avait une grosse camionnette sale garée là. C'était le seul véhicule aux alentours. Et j'étais sur le point de faire demi-tour quand j'ai remarqué une femme en surpoids avec des cheveux bruns, un débardeur rose vif et ses grosses lunettes épaisses et maladroites qui étaient populaires dans les années 80. Elle me faisait signe et me souriait depuis le siège passager de la camionnette. Elle a dit quelque chose comme « Oh mon Dieu, il pleut, mais où est ta maman ma petite? Laisse-nous t'emmener à elle, c'est dangereux d'être ici sous la pluie. Tu pourrais carrément être frappé par la foudre. » À première vue, elle était très amicale, peut-être même un petit peu trop. Sur le siège du conducteur se trouvait un homme en surpoids, sans chemise. Il avait un torse gris poilu et une chaîne en or très beauf. D'ailleurs, il portait également des lunettes style Elvis, teintées de jaune et il me regardait intensément. Il fumait également une cigarette que je savais mauvaise. La femme est alors sortie de la camionnette et elle s'est agenouillée devant moi. Elle m'a demandé quel âge j'avais. Quand je lui ai dit mon âge, elle a dit joyeusement « Oh mon Dieu, ça c'est bien. Nous avons 2 garçons de ton âge chez nous. Tu devrais venir passer la nuit. Nous avons des films, une console et le matin, nous avons toutes sortes de céréales. » On m'avait tout appris sur le danger des étrangers. Mais à ce stade de ma vie, aucun adulte ne m'avait jamais donné de raison de ne pas leur faire confiance. La dame a continué à parler de certaines choses. Elle m'a dit que ces garçons avaient des petits cartes et qu'ils aimaient boire du lait au chocolat. Pour vous dire, à ce moment-là, elle a rendu ça comme quelque chose d'attrayant pour un enfant de 7 ans. Et à ce stade, je lui ai fait confiance. J'ai surtout aimé l'idée de pouvoir jouer avec des enfants de mon âge. Puis, je me suis quand même souvenu que je devais demander à ma mère. Alors, c'est ce que j'ai dit à cette femme. Elle m'a dit que ce n'était pas un problème. Il vivait juste en haut de la rue. Ma mère ne devrait pas s'en soucier. Il a commencé à pleuvoir plus fort et cette dame a ouvert la porte coulissante de la camionnette et elle a dit comme quelque chose « Maintenant, on devrait s'éloigner de cette pluie et on devrait trouver ta maman. » Je savais logiquement que je ne devrais pas faire ça, mais la dame avait l'air vraiment sympa. Et c'est vrai, je voulais désespérément sortir de la pluie. Alors que je me dirigeais vers la porte ouverte de la camionnette, j'ai remarqué une odeur affreuse qui m'a presque fait bouillonner. Et enfin, cela a déclenché des sonnettes d'alarme dans ma tête que quelque chose n'allait pas. Il y avait des mégots de cigarettes partout sur le sol de la camionnette. J'ai levé les yeux vers le gros homme qui non seulement me fixait avec ce regard menaçant, mais il avait ce sourire à pleines dents, vraiment effrayant, et ses dents étaient tachées d'un jaune foncé.
pouvais capter une ambiance très creepy de sa part. Je savais que maintenant, je devais courir. Mais la femme m'invitait à me dépêcher d'entrer. Là, son attitude avait changé. Elle était exigeante et essayait littéralement de me pousser dans la camionnette. Elle avait l'air en colère et elle m'a dit « Vas-y, entre là !» C'était d'un ton qui était complètement à l'opposé de ce qu'elle avait fait auparavant. J'ai alors sauté sur le côté et j'ai commencé à courir aussi vite que possible. Malheureusement, la femme a réussi à attraper mon bras ou mon poignet, je ne me souviens plus trop. Mais grâce à la pluie, j'ai réussi à me libérer rapidement et à courir vers la plage. Je pense qu'elle a essayé de me courir après, mais comme je l'ai dit, elle était vraiment en surpoids. J'ai alors couru et enfin, j'ai pu voir ma mère qui était en panique. J'ai essayé d'expliquer ce qui m'était arrivé, mais je ne pense pas qu'à 7 ans, j'étais capable de transmettre la gravité de ce qui m'était arrivé, et je ne l'ai pas bien compris moi-même. Voilà, c'est ainsi que se termine ce thread d'horreur. Bon, bah, elle a esquivé de peu un enlèvement, clairement, il n'y a pas de nanani nanana, vous savez, j'aime bien dire cette phrase, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, peut-être la pluie qui a joué un rôle, même si en ce moment là il pleut beaucoup et c'est chiant, mais bon, là la pluie elle a eu un petit rôle déterminant et ça c'est cool, parce que la femme lui avait agrippé le bras, et grâce à la pluie, je pense qu'elle s'est un petit peu fout, hop, et paf, elle a pu s'en aller. Et pareil, bah heureusement, c'est aux États-Unis et heureusement, la femme est en vachement surpoids et du coup, la petite a réussi à s'échapper. Sachant que là, les deux dans la camionnette, ils m'ont l'air d'être bien creepy. Allez, on passe au prochain thread d'horreur. C'était en 2018, à l'époque où je vivais en banlieue parisienne. Je jouais à Pokémon Go depuis sa sortie et j'avais l'habitude de sortir la nuit pour jouer. Toujours avec mon meilleur ami sur un appel vocal. C'était une nuit comme les autres suivant mon itinéraire habituel. Il était environ 2 h du matin et j'avais déjà parcouru un bon 2 km. Je me suis retrouvé à environ 1 km de chez moi près d'un Pokéstop. Pour ceux qui sont pas acclimatés, c'est un endroit où justement tu peux rester parce que ça va t'apporter quelques cadeaux. Un truc comme ça. Attrapant tout ce que je pouvais tout en discutant avec mon ami comme tous les soirs. C'était une rue résidentielle avec quelques lampadaires, mais assez sombre car il y avait un champ juste derrière. Au bout d'environ 5 minutes, j'ai remarqué un homme d'une trentaine d'années sur le trottoir d'en face. Il était à quelques mètres de moi, tenant des cisailles à haie à la main. Et à ses pieds, il y avait un tas de branches. Je pensais que l'homme ne faisait que tailler les branches de son arbre. Pourtant, quand j'ai décrit la scène à mon ami, il m'a dit « Tu devrais partir tout de suite, personne ne jardine au milieu de la nuit ». Malgré l'avertissement de mon ami, j'étais tellement concentré sur Pokémon Go que je voulais capturer tous les Pokémon avant de partir. Alors je suis resté, tout en gardant un œil sur les actions de l'homme. En regardant cet homme, j'ai réalisé qu'il ne coupait aucune branche. Il ne faisait que de me regarder. Il se déplaçait occasionnellement et se cachait derrière une camionnette garée à proximité tout en m'espionnant par les fenêtres. Cependant, il savait très bien que je pouvais le voir et j'ai commencé à avoir peur. Malgré les supplications de mon ami pour que je parte, je n'avais toujours pas attrapé tous les Pokémon. Alors j'ai hésité à y aller. L'homme a continué son comportement étrange, traversant de mon côté de la rue et se cachant derrière les buissons tout en me regardant. Puis comme ça, il retourna à son tas de branches et me regarda de nouveau. Finalement, j'en ai eu assez et j'ai décidé de partir. J'ai marché normalement vers ma maison, essayant de ne montrer aucune peur. J'ai eu un chemin droit vers la maison. Mon ami au téléphone m'a demandé de vérifier derrière moi au cas où l'homme me suivrait. En effet, il se trouvait à environ 10 mètres de moi, tenant toujours la cisaille à haie. J'ai alors fait un virage à gauche au lieu d'aller tout droit, même si cela allongeait mon chemin. Je voulais être sûr qu'il me suivait et que ce n'était pas une coïncidence. Et bingo, il a continué à me suivre. J'ai accéléré mon rythme, prenant des photos juste au cas où quelque chose arriverait. Arrivé au bout de la route, j'étais essoufflé, mais en sécurité. Il n'y avait personne derrière moi. Je suis alors rentré chez moi, soulagé. Soudain, une voiture blanche s'est arrêtée juste devant chez moi. Quand elle s'est arrêtée, la vitre du conducteur s'est baissée. C'était l'homme avec son sécateur. Maintenant, il savait où j'habitais. Je me suis précipité à l'intérieur, j'ai tout verrouillé. J'ai attrapé un couteau de cuisine et j'ai attendu que quelqu'un se réveille pour que je puisse aller me coucher. Heureusement, il n'y a pas eu d'autre incident. Quand j'en ai parlé, personne ne m'a cru. Alors nous avons vérifié les caméras de surveillance à la maison. Et malheureusement, j'avais raison. C'est pas l'histoire d'un abonné, elle a été racontée sur Reddit, mais si jamais tu passes par là, fais attention. Attraper tous les Pokémon, c'est bien, je suis d'accord avec toi, mais faut faire gaffe. Heureusement, il t'est rien arrivé de plus. Parce que quand même là, le gros sécateur sa mère, ça peut faire des dégâts de fou. Le gars sait maintenant où il habite et apparemment, je pense qu'il s'est rien passé depuis et tant mieux. Mais en tout cas, très bizarre. Le mec a un comportement, c'est vraiment un truc de fou. Les petits potes, je vais vous demander une dernière fois un petit pouce bleu et un abonnement.
Je viens de lire une autre histoire ici sur quelqu'un ayant une rencontre et son chien lui sauvant peut-être la vie. Et cela m'a rappelé ma propre histoire avec mon chiot. J'ai sauvé un pitbull d'une famille négligente. Alors déjà, bravo à elle, hein. Voilà, ça c'est moi qui le dis, c'est cadeau, c'est Delcor qui parle. Voilà, c'est cool, bien joué. Bon, vous savez, moi les chiens, j'adore ça. D'ailleurs, petit cadeau. Et voilà. Et le gros pépère, il est là d'ailleurs. Que ça. Wow, ouais. Oh, il est lourd, hein. Voilà d'ailleurs, petite intervention du cookie. Il va très bien. Voilà, très très bien, vous l'avez vu, hein, il est là. Mais difficile, hein, là je suis debout, hein, donc c'est difficile. Il tient pas en place le petit bout, donc voilà. J'espère que vous l'avez kiffé. N'hésitez pas à lui dire ouais ça va cookie ou quoi dans les commentaires. Et il vous répondra, vous inquiétez pas. Je l'ai entraîné à répondre sur le clavier, voilà. Allez, on arrête ça et on reprend l'histoire. Du coup, quand j'ai sauvé ma pitbull, eh bien elle n'avait que la peau sur les os. Une fois à la maison, elle était extrêmement soumise. Après une semaine d'amour, d'affection et de nourriture, elle était le chien le plus incroyable que j'ai jamais rencontré. Le bébé le plus doux et le plus câlin qui ne jouerait même pas à la bagarre avec moi, à moins qu'elle ne soit sous une couverture et qu'elle ne sache pas que c'était moi. Un soir, j'avais besoin de faire une course rapide tard dans la nuit jusqu'à mon petit magasin du coin. Pour vous dire, il y a un itinéraire aller-retour qui fait à peu près 40 minutes sur les routes principales avec des maisons, où il y a un itinéraire aller-retour de 15 minutes à travers une ruelle qui entoure l'arrière d'un terrain scolaire. Cette ruelle n'est pas équipée de réverbères, mais je n'avais jamais entendu parler de quoi que ce soit de mal, donc je n'y ai pas pensé. Alors je suis sorti avec ma chienne. Juste avant que nous n'atteignions l'entrée de la ruelle, eh bien ma chienne s'immobilisa comme un roc. J'ai alors gentiment essayé de la pousser à me suivre, mais elle a refusé. Quand j'ai enlevé mes écouteurs, j'ai réalisé qu'elle grondait tout doucement. Mais je pouvais aussi entendre quelque chose d'autre. C'était un groupe de voix masculines venant de la ruelle. Ils se sont rapidement rapprochés de l'endroit où je pouvais les voir. Et je pense qu'il y en avait environ 5 ou 6. C'était pendant la grosse période Covid, donc ils portaient tous des masques avec leur capuche relevée. Ma mère m'a toujours dit que si je me retrouvais dans une situation comme celle-ci, je ne devrais pas avoir peur. Avoir peur montre que vous êtes une cible facile. Avec cet esprit en tête, j'ai tiré fermement sur la laisse de ma chienne pour qu'elle me suive. Elle s'est collée à moi, pressant littéralement son corps contre ma jambe pendant que je marchais. Oui, c'était assez gênant. Et pendant tout ce temps, elle grondait doucement. Les hommes se sont arrêtés et ils se tenaient légèrement à l'écart du chemin à cet endroit. Ils parlaient tranquillement entre eux pendant que nous passions. Je ne pouvais pas vraiment entendre grand chose car mon cœur battait dans mes oreilles et mon ventre me criait dessus. Une fois que j'ai su que j'étais à un point où l'obscurité de la ruelle me rendait essentiellement invisible, j'ai entendu l'un d'eux élever légèrement la voix et dire « Non, n'y va pas, c'est un pitbull ». J'ai entendu comme une sorte de désaccord entre ces hommes. Je pense clairement que ces hommes parlaient peut-être de me voler ou pire. Et pour vous dire, ma chienne qui avait littéralement peur de son propre reflet les a dissuadés en raison d'être une race dite agressive. Grâce à ça, j'ai esquivé le pire. Je peux vous dire qu'au retour, j'ai pris la route principale. Alors à tous ces hommes qui attendent dans des ruelles sombres, eh bien, ne nous revoyons plus. Voilà, c'est comme ça que se termine ce petit thread d'horreur. Eh bien, le fait que sa chienne soit d'une race de catégorie 1, eh bah ça a bien empêché ces mecs de faire ce qu'ils voulaient. Effectivement, peut-être un vol, peut-être plus, on saura pas, je pourrais pas te dire, et clairement, tant mieux. Alors pour cette histoire, eh bien on part dans notre pays qu'on adore tous, c'est les États-Unis. Alors je dis on les adore tous parce que sinon sans eux on aurait beaucoup moins de threads d'horreur. Je vais pas vous mentir que sans les États-Unis ce serait compliqué. Hein. Donc dans les commentaires on va faire un truc, on va dire merci les États-Unis. Voilà, vous écrivez tout ça. Allez bref, trêve de bavardage, l'histoire que je vais vous raconter c'est celle de Mary, une jeune femme de 25 ans. Elle se décrit comme mince et elle a des cheveux noirs mi-longs. Elle est sociable et extravertie mais peut-être un peu naïve et impulsive. Elle travaille comme graphiste freelance et passe beaucoup de temps sur son Mac pour travailler sur des projets. Du coup, c'est pas hyper évident pour avoir un petit ami. Et pour remédier à ça, elle s'est récemment inscrite sur l'application de rencontre Tinder pour trouver l'amour. À force de vous raconter tous ces threads d'horreur sur Tinder, je me demande s'il y a vraiment quelqu'un qui a trouvé l'amour une fois sur Tinder. Mais bref, Mary elle a passé une hyper grosse journée à travailler sur des projets. Donc à un moment, elle a décidé de prendre une petite pause sur son travail. Elle veut sortir et rencontrer de nouvelles personnes en utilisant cette fameuse appli. Elle a discuté avec plusieurs personnes mais aucun des rendez-vous ne semblait intéressant ou prometteur. Cependant, elle a finalement fait un match avec un jeune homme du nom de Tom. Il avait l'air charmant et ils partageaient certains centres d'intérêt en commun. Surtout l'un d'entre eux, c'est les films d'horreur. Du coup, ils ont convenu de se rencontrer dans un bar situé dans un quartier populaire de la ville. C'est normal, vaut mieux qu'il y ait beaucoup de monde autour au cas où au début. Ça, c'est une bonne stratégie.
Pour l'occasion, Mary a choisi une tenue qui la mettait en valeur et elle s'est mise en beauté pour cette occasion. Lorsqu'elle est arrivée au bar, elle a immédiatement repéré Tom. Il était assis à une table au fond de la pièce. Ils ont échangé quelques regards et sourires puis se sont présentés l'un à l'autre. Ils ont commandé des boissons et ont commencé à discuter de leur centre d'intérêt commun, de leur emploi et de leur vie en général. À ce moment-là, Mary, elle a trouvé Tom très intéressant et c'était agréable de parler avec lui. Après 1h30 de conversation à peu près, Tom il lui a proposé de finir la soirée chez elle. Comme ça, ils peuvent se regarder un petit film d'horreur ensemble. Là déjà elle se dit c'est plutôt cool, il me propose de venir chez moi et pas chez lui. Puisque d'habitude les gars font des trucs chelous mais chez eux. Bon, elle a quand même hésité un petit moment mais elle a fini par accepter. Elle se dit que la soirée était en train de bien se passer, du coup autant bien la finir. Sur le chemin jusqu'à son appartement, tout se passe bien. Une fois arrivé chez elle, ils décident qu'ils vont se regarder un film comme c'était convenu. Pour cette occasion, Mary elle a choisi un film d'horreur qu'elle surkiffe. Mais au bout de quelques minutes, ils ont soif. Et Mary elle va chercher des verres et une bouteille de champagne. Ça se passe vraiment bien, mais il manque un petit quelque chose. Des pop-corn. Et Mary, ça tombe bien, elle a un petit stock donc c'est vraiment parfait. Le saladier de pop-corn est prêt, la soirée reprend. Mais au bout de 10 minutes à peu près, la tête de Mary se met à tourner. Elle commence vraiment à se sentir bizarre. Et en vrai, elle est pas bête, elle se dit que c'est pas un petit peu de champagne qui va lui faire tourner la tête comme ça. Donc elle se dit merde, c'est sûrement ce gars qui a mis quelque chose dans mon verre. Elle essaye de se lever pour aller prendre son téléphone qui est resté dans la cuisine. Mais malheureusement, ses jambes ne la soutiennent pas. De ce qu'elle arrive à se souvenir, Tom l'a attrapée et l'a amenée dans une pièce à l'arrière de l'appartement. Elle a essayé de se défendre comme elle pouvait, mais ses réflexes étaient vraiment très altérés. Du coup, je vous passe certains détails, mais Tom a commencé à la déshabiller et à la toucher. Et malheureusement, de son côté, elle était trop faible pour résister. Mary est quasiment au bord du blackout, mais elle peut entendre un bruit très étrange. Elle arrive à comprendre qu'il y a au moins un de ses colocataires qui est rentré dans l'appartement. Puisque oui, quelqu'un a inséré ses clés dans la porte d'entrée. Là, elle s'est dit que c'était son dernier espoir et elle a crié le plus fort possible. Et de ce qu'on lui a raconté, 2 de ses colocataires étaient revenus. Alors ce sont des colocataires hommes et ils n'ont pas compris pourquoi ça criait. Du coup, ils se sont déplacés dans le couloir, tout ce qu'il y a de plus naturellement. Une fois arrivés au bout du couloir, les 2 ont une vision d'horreur. Alors il y en a un qui pensait que Mary était en train de faire l'acte de manière consentante. Mais heureusement, l'autre a compris que quelque chose n'allait pas. Et il a décidé d'intervenir en demandant à son pote d'intervenir aussi. Du coup, les 2 colocataires n'ont pas cherché à comprendre, ils se sont mis à défoncer Tom. Et malheureusement pas suffisamment étant donné qu'il a réussi à s'enfuir de l'appartement. Mais le principal étant qu'ils ont réussi à défendre Mary. Enfin, elle à ce moment-là, elle en sait rien étant donné que ça y est, elle a un blackout total. Ça, c'est vraiment ses colocataires qui lui ont expliqué tout ça. Après ça, les 2 colocataires l'ont emmené dans leur voiture histoire de retourner à l'hôpital. Puisque oui, l'un des colocataires est infirmier. Et à la base, il venait juste de finir son service. Après cet événement, vous imaginez bien que Mary n'a plus jamais utilisé Tinder. Et pour le coup, elle remercie chaque jour ses colocataires d'avoir agi très vite. Et à la fin de son post, elle rigole un petit peu en disant qu'avoir des colocataires, parfois ça peut vous sauver la vie. Et là pour le coup, Mary, elle a tout à fait raison. Alors peut-être que ça lui a pas sauvé la vie, genre elle serait pas morte, mais subir cet acte, c'est vraiment odieux. Voilà, c'est ainsi que se termine ce thread d'horreur. Il va très vite, je sais, mais au moins il n'y a pas de détails superflus. Et peut-être même que d'ailleurs, Mary n'avait pas envie de donner trop de détails non plus. Vous le savez, je vous ai déjà raconté plusieurs threads d'horreur à moi. Et c'est vrai que parfois, ça fait remonter des souvenirs et c'est pas ouf. Donc moi, personnellement, je peux la comprendre. Allez, on passe au prochain thread d'horreur. Salut à tous. Cette histoire s'est déroulée courant septembre 2022, dans la nuit d'un vendredi au samedi. Avant tout, je travaille dans les groupes électrogènes, je suis technicien et je dois assurer une astreinte et intervenir lorsqu'un générateur tombe en panne sur certains sites. Il n'est pas attendu de moi d'intervenir obligatoirement la nuit, mais le lendemain au plus tôt. Lors de ce vendredi soir, et comme tous les vendredis soirs, je suis dans une asso de jeu avec une bande de potes avec qui on devait partir assez tôt le lendemain pour un événement particulier. C'est autour de 23h que le téléphone du boulot sonne et m'affiche qu'un groupe est tombé en panne. Je ne connais pas la nature de la panne parce que la seule information qui est envoyée est si le générateur tourne ou non. J'en parle avec mes potes et globalement 2 solutions s'offrent à nous. Soit je fais mon boulot au lever du jour et je dis au revoir à un event que j'attendais depuis un moment, soit j'interviens de nuit et je dormirai dans la voiture lors du trajet. Comme rien ne m'interdisait la seconde solution, j'opte pour celle-ci et j'embarque dans la voiture du boulot. Il ne me faut que 30 minutes pour embarquer le matériel et arriver au chemin qui mène au groupe qui alimente une antenne zone blanche. C'est tout en haut d'une montagne, chemin que je mets 3/4 d'heure à parcourir. De ce côté, pas de souci. J'ai déjà parcouru le chemin une petite centaine de fois. J'ai un bon véhicule, un pick-up 4x4 équipé comme il faut.
Il y a juste quelques passages assez techniques, qui de nuit sont un peu plus longs à passer. Au passage, c'était la première fois pour moi que je faisais du tout-terrain de nuit, et je trouvais ça amusant sur le coup. J'arrive donc enfin sur le site. Je gare le pick-up à 10 mètres du groupe, plein phare allumé pour bien y voir, et je descends sans éteindre le moteur. Je me dirige vers le groupe qui n'est effectivement pas en production. J'entends aussi l'alarme. À ce moment, je me dis que la forêt de nuit, c'est en réalité plutôt oppressant pour des créatures telles que moi, habituées à vivre dans la lumière. Mais l'obscurité commence à déraper quand je jette un œil au Dipsy, automate qui gère le groupe et qui est doté d'un petit écran de contrôle. Il m'affiche bien une erreur. Bouton d'arrêt d'urgence enclenché. Je me rappelle avoir eu un frisson me parcourir de long, en large et en travers. Ce n'est pas un bouton qui peut être poussé par erreur par un animal. Le bouton est dans un renfoncement, et haut puisque le groupe a dû être livré en remorque. C'est donc obligatoirement quelqu'un qui l'a enclenché. À ce moment-là, je suis persuadé qu'il y a quelqu'un dans les parages. Je me retourne dos au groupe et regarde paniquer les alentours. Grâce au phare du pick-up, j'y voyais bien, sauf derrière le pick-up. Et c'est en me cramant la rétine que j'ai compris qu'il y avait un angle mort. J'ai tout de même pris le temps de relancer le générateur. Seulement 3 boutons, car le site de l'antenne est équipé de quelques lumières, qui, je pensais, m'aideraient à mieux voir derrière mon véhicule. Ce qui ne fut pas le cas malheureusement, les phares de la voiture étant trop puissants. À ce moment, je prends tout de même mon courage à deux mains et rejoins prudemment le pick-up. Et c'est en arrivant à la cabine que le type s'est jeté sur moi, me poussant sur l'intérieur de la portière qui était restée ouverte jusque-là. Il me met à terre et il est clairement plus solide que moi. Je sens qu'il tente de m'attacher car je sens un truc froid m'entourer une cheville. Je me débat et je sais que j'ai un espoir car j'ai dans l'habitacle du pick-up un GPX-4. C'est un pistolet non létal projetant du poivre chimique. Je m'en étais équipé car je me suis fait agresser une année auparavant. Par chance, j'arrive à le choper et tirer à 2 reprises sur le gars qui commençait à hurler, lâchant son emprise. J'en profite pour rentrer dans la voiture et me barrer. Je sens que la voiture a un comportement bizarre, mais je continue jusqu'à sortir de la forêt, puis me rendre dans un commissariat. J'avais effectivement des menottes attachées à la cheville, les pneus arrière complètement à plat et la portière conducteur pliée. J'ai évidemment porté plainte, mais je n'ai à ce jour aucune nouvelle. Le patron a rajouté une interdiction d'intervenir la nuit, qu'importe le site. De toute façon, jamais je n'y retournerai de nuit. Au final, personne n'est allé à l'événement, et j'ai laissé ce site à un autre collègue. De toute façon, Enedis a fini de brancher le site au réseau électrique, donc je n'ai même plus à y aller. Voilà pour mon histoire. Et bah voilà les petits potes, c'est une histoire assez courte en vrai, mais y a tout ce qu'il faut en vrai. Il y a un petit peu de suspense, il va dans un lieu très abandonné clairement, et il y a du suspense puisqu'il se rend compte très clairement qu'il y a quelqu'un qui a appuyé sur ce bouton. Et il sent clairement qu'il y a une cacahuète dans le coin. Et bah bingo, il y a un mec qui est caché derrière la voiture. Mais par contre, qu'est-ce qu'il lui voulait sérieusement? C'était quoi son but? On se le doute, il lui veut pas du bien, ça c'est sûr. On n'aura pas le fin mot de l'histoire et d'ailleurs comme je le dis tout le temps, bah tant mieux, hein, c'est quand même mieux généralement, c'est mieux qu'il se passe des choses graves, certes, mais que les gens s'en sortent indemnes. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Cela s'est produit il y a quelques années vers la mi-novembre. Ma mère et moi aimons être dehors et faire des promenades. Cette nuit en particulier était glaciale, mais nous avons décidé que nous voulions sortir pour une promenade rapide. En rentrant chez nous, nous avons emprunté cette rue que nous utilisions tout le temps. C'est une rue de quartier qui mène à la rue principale, puis à notre quartier. Nous arrivons au milieu de la rue quand j'entends un chien aboyer au-dessus de ma musique sur mon téléphone. J'éteins donc la musique et je me tourne pour chercher le chien, parce que j'adore les chiens. Et je ne savais vraiment pas qu'il y avait un gros chien dans la rue. Pour vous donner un petit peu de contexte, je connais pas mal de monde dans cette rue. Et je sais quelle maison a un chien. Pour vous dire, la plupart des personnes du quartier ont de petits chiens ou alors des chats. Et le bruit que j'ai pu entendre provenait d'une maison qui n'avait pas de chien. Et encore moins un gros chien. Je me suis alors retourné et j'ai vu une grosse masse sombre à quelques mètres de moi. S'il avait fait 2 pas de plus, il aurait pu m'attraper. Je me suis immédiatement senti bizarre et j'ai commencé à marcher rapidement vers ma mère qui, à ce moment-là, n'avait pas réalisé que je m'étais arrêté. J'ai éteint mon téléphone et je lui ai chuchoté que je pensais que nous étions suivis. Elle s'est alors retournée et m'a attrapé le bras et m'a dit qu'il y avait 2 hommes juste derrière nous. Nous avons commencé à marcher en zigzag et bien sûr, ils ont suivi chacun de nos pas. Une fois qu'ils ont compris ça, l'un des mecs a commencé à discuter avec nous. « Eh les filles, il est très tard pour que vous marchiez dehors. » Ma mère a continué à marcher et elle a fini par répondre mais avec des réponses rapides. D'après le son de sa voix,
Je savais que nous étions en danger. Alors j'ai pris mon téléphone et j'ai composé le 911 à sa place. Alors j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à composer le 911. Mais à la place, ma mère m'a dit d'appeler mon père car il pourrait nous rejoindre plus rapidement car nous étions presque arrivés à la maison. Nous sommes alors arrivés dans une rue assez animée et avons regardé derrière nous pour les voir marcher rapidement vers nous. Nous avons décidé de prendre le risque et avons couru au milieu de la rue alors que les voitures passaient de chaque côté de nous. Nous avons traversé à nouveau et avons rencontré mon père de ce côté. Nous avons alors regardé de l'autre côté de la rue et les deux hommes étaient partis. Nous sommes montés dans sa voiture et avons parcouru les rues, mais ces gars avaient disparu. J'ai alors demandé à ma mère si on avait esquivé un kidnapping de peu, et ce grâce au chien. Elle s'est alors retournée et elle m'a demandé « Mais quel chien ?» Je lui ai demandé « Mais comment ça, t'as pas entendu de chien aboyer ?» À ce jour, je ne sais pas si ce chien était réel. Mais une chose est sûre, ce bruit m'a probablement sauvé la vie. Voilà, un petit thread, mais effectivement, tu vois, même le chien, ça se trouve, il existait même pas, mais il lui a quand même sauvé la vie. Et les chiens sont trop forts, sérieux. Après, le corps humain est hyper bien fait, donc peut-être qu'elle l'a vu avec sa vision périphérique, et son cerveau a envoyé un signal d'un chien qui a aboyé car il sait qu'elle adore les chiens et que du coup, elle allait se retourner. Tu vois le délire, hein. Bref, en tout cas, ça fait plaisir. Hop, pas de kidnapping. N'oublie pas de soutenir avec un petit pouce bleu et un abonnement. C'est vraiment important pour un petit créateur comme moi. Ça soutient énormément. Alors prends 3 secondes de ton temps, je t'en serai reconnaissant. Il y a environ 30 ans, ma femme et moi avons économisé assez d'argent pour mettre le minimum sur notre première maison. C'était dans un quartier correct, mais pas non plus insane. D'ailleurs, ce quartier a vu le jour dans les années 1910. Comme nous n'avions pas assez d'argent, je n'ai pas pu faire appel à une entreprise de déménagement professionnelle. J'ai alors réuni plusieurs amis à nous pour nous aider à déménager. Alors que nous transportions des affaires dans la maison, mon voisin d'à côté est venu et s'est présenté à moi. Il s'est présenté et il m'a dit qu'il s'appelait Jack. À première vue, Jack était vraiment sympathique et il m'a même apporté une assiette de biscuits pour nous accueillir dans le quartier. Après plusieurs minutes de conversation, Jack a dit quelque chose qui m'a fait me demander si je l'avais bien entendu. Moi et les autres voisins avons été vraiment surpris que la maison soit vendue, compte tenu de l'incident. Au début, je l'ai regardé avec une tête un petit peu en mode « Hein? Comment ça ?» Et forcément, après un autre silence gêné, je lui ai demandé « Mais quel incident ?» Il a d'abord été surpris de mon manque de connaissances, puis il s'est excusé de l'avoir évoqué. Je lui ai alors dit « Non, mais s'il vous plaît, dites-moi quel incident ?» Il a poursuivi en me disant que l'ancienne propriétaire était une vieille femme qui avait été ligotée et bâillonnée. Suite à ça, sa maison a été cambriolée. Depuis que nous l'avions achetée à ses enfants, nous n'avions aucune idée que cela s'était produit. Nous savions que le quartier n'était pas merveilleux, mais vraiment ça semblait être quelque chose d'extrême. Lors de notre première nuit là-bas, une chose étrange s'est produite. Juste après 22h, le téléphone a sonné. Mais quand j'ai décroché, personne n'était à l'autre bout. Le deuxième soir, à peu près à la même heure, le téléphone a sonné de nouveau. Et encore une fois, personne n'était au bout du fil. Et ainsi de suite, la troisième et la quatrième nuit. J'ai alors appelé l'opératrice. C'était à l'époque où les lignes fixes et les opérateurs servaient à quelque chose. Je lui ai alors demandé de voir qui m'appelait juste après 22h tous les soirs. Elle m'a alors répondu que personne ne nous appelait après 22h. Le lendemain, j'ai trouvé mon voisin travaillant dans son jardin et je lui ai demandé de m'expliquer en détail le cambriolage. J'ai écouté tous les détails qu'il m'a donnés et je n'ai pas pu m'empêcher de frissonner. Je l'ai alors également dit à ma femme et étant la plus pondérée, elle a pensé que c'était juste une étrange coïncidence. Après ça, l'appel de 22h ne s'est jamais arrêté. Pas une seule soirée. Tous les soirs, après 22h, nous recevions un appel. Pour vous dire, à ce moment-là, c'était même devenu une blague entre nous deux. On peut pas aller dormir, le téléphone est sur le point de sonner. Et bien évidemment, passé 22h, le téléphone a sonné. C'était en fait comme une sorte d'horloge. 4 ans après avoir emménagé, notre petit garçon venait d'avoir 3 ans. Un jour, ma femme lui a demandé d'aller jouer au sous-sol pendant qu'elle préparait le dîner. Et il lui a alors dit « Mais maman, la dame elle veut pas de moi là-bas ». Quand il nous a dit ça, il était vraiment très triste. Forcément, en entendant ça, ma femme et moi, on s'est regardés et on était terrorisés. Il était parfois difficile à comprendre, alors nous lui avons demandé de répéter ce qu'il venait de dire. On a fait notre mieux pour ne montrer aucune émotion. Et il a dit exactement la même chose. Il n'est plus jamais descendu au sous-sol et nous ne lui avons plus jamais demandé. Un mois après cet événement, on a décidé de mettre la maison en vente. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce thread d'horreur. Là, 2 écoles qui s'offrent à nous. Paranormal ou pas? Est-ce que le petit y voit bien quelque chose au sous-sol? Est-ce
que malheureusement je pense que c'est là-bas que la dame a été ligotée et bâillonnée. Et apparemment ça n'a pas été dit hein, mais je pense qu'elle est malheureusement morte pendant le cambriolage. Donc ouais, je sais pas. Et du coup, est-ce que c'est elle qui fait sonner le téléphone tous les soirs à 22h via une fréquence magnétique ou quoi, j'en sais rien, je suis pas calé là-dedans. Hein. Ou bien par contre c'est quelqu'un qui a juste envie de les faire chier. 22h, hein, le mec est là. Je sais pas, je peux pas vous le dire. Franchement, faut être déterminé, faut vraiment pas aimer la personne pour faire ça. Même à mon pire ennemi, je ferais pas ça. Bref, on passe au thread suivant. Bonsoir, je m'appelle Clara. Aujourd'hui, je tenais à vous partager une expérience assez traumatisante. Cela s'est passé en 2021, donc j'avais 15 ans au moment des faits. Et il faut savoir que j'ai des parents plutôt cool, pas pour autant laxistes. Mais ils me font confiance et je n'ai jamais ou rarement trahi cette confiance. Donc ils me laissent sortir le soir, dormir chez des amis, sortir. Donc à ce moment-là, j'avais un ami avec qui je suis toujours en contact actuellement. Il s'appelle Lucien et il a une grande maison en campagne, mais si tu marches 10 minutes, tu es en ville. L'endroit où il habite est vraiment paumé. C'était fin juin, on était en vacances et pour fêter le début des vacances, il m'invite chez lui. Il faut savoir que sa maison est vraiment super bien. Il y a une piscine creusée, un grand jardin bien entretenu. Leur maison est très moderne et ils ont même des mini balcons à l'étage. Ce soir-là, ses parents n'étaient pas là. Ils le sont pas souvent d'ailleurs, donc Lucien a l'habitude d'être souvent seul, donc pour lui c'est vraiment normal. Bref, j'arrive vers 18h, il faisait beau et chaud, et on avait prévu une bête de soirée. Piscine, plein de bouffe, film, jouets à plateau, enfin bref. Donc j'arrive, lui il est déjà en maillot de bain, on s'est baigné comme d'habitude. Après l'heure tourne et il est 21h. On avait commandé McDo par Uber Eats et comme d'habitude on avait pris bien trop d'articles et de menus. Jusque là tout va bien, mais... On était sur les transats en train de manger des cheeseburgers et des nuggets vers 22h. La nuit commençait doucement à tomber, mais il faisait pas nuit noire. Et là, il se tourne vers moi et me raconte une histoire d'horreur. Elle était super connue, je la connaissais déjà, mais le fait de l'avoir entendue à nouveau me faisait super peur. Mais dans le feu de l'action, je lui en ai raconté une aussi, et lui a enchaîné, jusqu'à ce qu'il fasse nuit noire. À ce moment-là, j'ai commencé à flipper de ouf, donc j'ai demandé à Lucien qu'on arrête et qu'on rentre à l'intérieur. Il a commencé à rigoler un peu en se foutant de moi, mais il a accepté sans problème et on a commencé à ranger nos affaires dans le salon. Nos sacs McDo remplis, nos téléphones, le MacBook, nos serviettes. Après, il a allumé la grande télé du salon et m'a laissé dans le salon le temps qu'il aille chercher un pull pour lui car il avait pas envie de rester torse nu. Il part et là j'entends un bruit venant de derrière la fenêtre derrière moi. Je me retourne et je vois très clairement la silhouette d'un mec collé à la vitre. J'ai hurlé et là Lucien arrive en courant. Il voit la même chose que moi. Et il commence à flipper aussi. Après, il me dit qu'il faut absolument fermer toutes les portes de la maison et les fenêtres. Mais j'avais trop peur d'y aller. Alors il m'a dit de juste aller fermer la porte-fenêtre de la cuisine pendant que lui allait fermer toutes les autres. Alors je fonce dans la cuisine. Je ferme la porte-fenêtre et du coin de l'œil, j'aperçois du mouvement vers la gauche. Le gars était là, au bout du couloir de la cuisine. J'ai à nouveau hurlé et le gars a commencé à courir dans les escaliers vers la chambre de Lucien. Lucien arrive encore en courant et il entend le mec monter dans sa chambre. Il me dit « C'est mort, je vais pas le chercher. Qu'il prenne ma chambre, on se casse. » Donc on commence à courir vers la porte d'entrée. Mais là le pire, un autre mec est planté devant la porte, la tête légèrement penchée et un sourire horrible au visage. À ce moment-là, je me dis que c'est fini et qu'on va mourir. Lucien m'a prise par le bras et m'a tiré vers la porte arrière de la maison. Il commence à essayer de l'ouvrir mais il galère. Et moi j'entendais les bruits de pas du gars qui se rapprochait de nous. Lucien arrive enfin à ouvrir la porte et on se casse immédiatement en courant. On arrive dans le jardin et là c'est le coup de grâce. On voit un mec en plein milieu du jardin avec une énorme arme blanche à la main. J'ai commencé à pleurer, je l'avoue, étant donné qu'ils étaient en fait 3 et qu'ils souriaient dès qu'ils nous barraient la route. Avec Lucien, on a commencé à faire demi-tour et à se barrer par la route. On a cavalé pendant 3 minutes non-stop et Lucien faisait que de se retourner pour surveiller s'il nous suivait. Et le pire, c'est que quand on s'est enfui, le gars qui était monté dans la chambre de Lucien était sur le balcon et nous regardait partir, avec un grand sourire. On a appelé la police alors qu'on avait couru jusqu'à la ville. La police s'est rendue sur les lieux, les gars étaient plus là et rien n'avait été volé dans leur maison. Ils ont en revanche retrouvé un gros couteau de boucher posé sur le lit de Lucien et un lapin mort déposé dans la cuisine. Les policiers nous ont dit qu'il s'agissait d'une énorme embuscade et qu'ils voulaient probablement nous kidnapper ou encore pire. On a appelé mes parents, ils sont venus nous chercher et Lucien est venu dormir chez moi pour 3 jours jusqu'au retour de ses parents. Depuis, il est traumatisé et il fait parfois des terreurs nocturnes. Voilà, désolé, c'était assez long mais c'était un one shot. Et on ne sait toujours pas qui étaient ces mecs et ce qu'ils voulaient. On ne les a pas revus. Il s'en est majoritairement remis
et il a déménagé depuis peu dans un grand quartier. Toujours dans une grande maison qui est très sécurisée, donc il se sent mieux et plus à l'aise avec les voisins. PS, il a aussi une piscine dans sa nouvelle maison. Alors tu vas voir que ce thread d'horreur il est un petit peu particulier quand même. Je peux pas t'en dire plus mais tu verras bien que c'est... Je sais pas comment le décrire. Je vais te le dire, tu vas voir. Je suis une femme de 44 ans, mais quand j'avais environ 6 ou 7 ans, je vivais avec mes parents dans un tout petit village. Il n'y avait qu'une seule route. D'un côté il y avait des maisons et de l'autre il y avait une plage. Là où les maisons et la route se terminaient, il y avait un sentier de randonnée. Mais je n'avais pas le droit de l'emprunter. Et notre maison était peut-être à 4 ou 5 maisons du bout de la route. Bon, ce jour-là, eh bien, je promenais notre petit chien, un petit teckel. Je suis allé au bout du sentier et je m'apprêtais à faire demi-tour et à revenir en arrière. Quand soudain, un homme s'est approché de moi. Il avait peut-être 35 ou 40 ans. Il portait un pantalon de survêtement rouge et un t-shirt taché. Ses lunettes semblaient trop grandes pour son visage et ses cheveux étaient gras et un peu trop longs. Il m'a dit bonjour et a commencé à discuter avec moi. Je me souviens d'avoir eu une sensation bizarre, mais étant si jeune, je l'ai en quelque sorte rejeté. Mais en y repensant, je me souviens clairement de ses yeux perçants. Il me fixait vraiment intensément. Là, attention, ça commence à partir en cacahuète, je préfère tout de suite le dire, disclaimer, voilà. Donc je sais pas si t'as moins de 16 ans, donc si t'as moins de 16 ans, je sais pas si tu... Enfin voilà, peut-être passer à la prochaine histoire, je préfère te le dire. Du coup, pendant tout ce temps, eh bien le gars avait une main dans sa poche. Et il l'a déplacée lentement de haut en bas. Ça me semblait étrange, mais à l'époque je n'avais aucune idée de ce qu'il faisait. Il m'a alors posé toutes sortes de questions. Et c'est alors que mon chien a décidé de faire ses gros besoins. Je me souviens avoir dit « Oh non, pas maintenant, pourquoi tu fais ça maintenant ?» L'homme a eu un drôle de sourire sur son visage et il a dit « Trop cool, c'est de la merde. » Il a ensuite continué à fixer mon chien faisant ses besoins. Et il était comme fasciné. À ce moment-là, même pour mon jeune âge, je savais que quelque chose n'allait pas avec cet homme. Il m'a alors demandé de l'accompagner pour voir sa chambre. Je ne me souviens plus de ce que j'ai dit. Mais je savais que ce serait juste une mauvaise idée. Il a essayé de me convaincre en disant à quel point sa chambre était belle et que je devais voir sa grande télévision. Dès que mon chien a fini ses besoins, j'ai inventé une excuse et je me suis dépêché de rentrer à la maison. Quand je suis rentré chez moi, j'ai raconté à mes parents la rencontre effrayante. Et je me souviens que mon père a appelé les gens, chez qui le gars a dit qu'il vivait. Ils ont alors expliqué à mon père que l'homme était un malade mental et je pense que c'était peut-être leur fils. Mon père leur a alors dit que ce n'était pas une excuse et qu'il devait s'occuper de lui pour qu'il ne puisse plus jamais inviter de jeunes enfants dans sa chambre. C'était la première et seule fois que j'ai rencontré cet homme. Et Dieu merci. Alors voilà, je vous l'ai dit, l'histoire elle est... Voilà, donc déjà il y a un côté un petit peu, je peux pas dire le mot, un adulte qui aime les enfants. Voilà, on peut pas trop dire le mot. Alors je sais même pas si c'est... Enfin il y a de ça. Et il y a en même temps, le gars il regarde un chien faire caca et il est en kiff, il est en extase dessus. Donc voilà, je vous l'ai dit, celui-là il est gore un peu. Du coup, on va passer à un autre thread, non? Ouais, on fait ça? Allez, on passe à autre chose. Mon histoire s'est passée il y a plus de 10 ans. J'avais l'habitude de sortir boire avec des amis les vendredis et samedis dans des bars métal ou bien gothiques. Je pense que malheureusement, cette année-là, une nana gothique avait été agressée, laissée pour morte et identifiée grâce à ses tatouages. En conséquence, nous étions tous en état d'alerte. Quand les bars fermaient, je n'étais jamais seul. Parfois, j'attendais avec un ami au café local ouvert 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, jusqu'à ce que nous soyons sobres et que le système de métro recommence à fonctionner à 5h30 du matin. Cette fois, mon ami Claire voulait vraiment sortir avec une de nos connaissances, Rick. Alors j'ai dit d'accord, allons voir Rick au lieu d'aller au café et ensuite aller au métro plus tard. Une fois que nous étions tous les trois, eh bien Claire ne montrait aucun signe de vouloir partir. Elle voulait clairement coucher avec lui et probablement plus rester un petit moment avec lui. Il est arrivé 5h du matin, j'étais fatigué de me sentir mal à l'aise et j'ai décidé de partir seul. Je leur ai alors demandé où est la station de métro, puisque oui, à l'époque nous avions des téléphones à clapet de base, c'était pas vraiment des smartphones, et il n'y avait pas de carte GPS dedans. Du coup, Rick m'a donné la direction générale de l'endroit où se trouvait le métro le plus proche. Alors que je marchais dans les rues vides et froides de Montréal à la recherche de cette station, j'entendais des pas. Dans ma tête, je me suis fait la réflexion, oh pourquoi maintenant? Mais bon, j'ai continué, je me suis dit que c'était sûrement quelqu'un d'autre qui allait vers la gare, tout simplement. J'osais pas regarder complètement derrière moi. Je me souviens juste que j'ai pensé, marche pas plus vite, garde un rythme régulier.
S'il sent la peur et qu'il est en proie, cela l'excitera. Je continue comme ça pendant un petit moment, sans vraiment savoir combien de temps ce jeu du chat et de la souris va durer, parce que je ne connaissais pas la région, ni où se trouvait vraiment la station. Et je décide de voir si effectivement il essayait de jouer avec moi. Alors j'ai zigzagué dans les rues. J'ai traversé d'un côté de la rue, ici et là, et j'écoutais pour voir s'il essayait de suivre mon schéma. Et malheureusement, il l'a fait. Je ne pouvais pas dire si ce type voulait m'attaquer, me troller, ou s'il jouait simplement à un jeu débile pour établir sa domination. Alors j'ai continué, effrayé certes, mais je n'étais pas au point de lui donner satisfaction en paniquant. Et là, heureusement, je vois enfin la gare. Mais un petit peu avant d'arriver à la gare, eh bien un vent a soufflé mon écharpe et elle est tombée au sol devant moi. Je me souviens avoir dit « Oh merde, pas maintenant !» Et je l'ai alors ramassée sans m'arrêter, espérant qu'il ne profiterait pas de ce moment pour me faire quelque chose. Finalement, j'ai atteint une zone avec d'autres personnes et je me considérais en sécurité. J'ai vu des gens sur les deux plateformes, mais je ne saurais jamais vraiment qui c'était. Alors le gars qui me suivait dans les rues hivernales de Montréal près de ce que je pense être le métro Papineau, ne nous revoyons plus, et je peux la comprendre, effectivement. Après, peut-être que franchement, t'as juste pas de chance, des fois ça arrive, ça se trouve, c'est vraiment genre la coïncidence de malade. Le mec qui te suit vraiment... non mais ouais, c'est bizarre. En vrai, j'étais en train de faire une théorie, machin, mais pourquoi il change de trottoir? Parce que, ok, vous prenez la même direction, ça c'est possible, totalement possible. Tu suis un mec pendant 500 mètres, t'es là, tu suis la même personne parce qu'en fait, vous allez juste au même endroit. Et le chemin le plus court, bah c'est celui-là, tu vois. Mais effectivement, le fait qu'elle change tout le temps de machin un peu, et qu'ils suivent... Bon là c'est un peu bizarre, donc effectivement, qu'est-ce qu'il voulait? Bah, on le saura pas. Et comme je le dis toujours, c'est tant mieux, voilà, tout le temps, c'est tant mieux. On veut pas qu'il se passe des trucs. C'est nul, il se passe déjà beaucoup de choses dans le monde. Mon histoire s'est déroulée il y a environ 10 ans dans une zone située entre Seattle et Tacoma. Ça se passe aux États-Unis au cas où. Je suis avec un ami que nous appellerons Robert et on allait régulièrement à Tacoma pour chanter au karaoké dans un bar là-bas. Pour être honnête, je ne pense pas avoir jamais vu la ville de Tacoma pendant la journée. Quoi qu'il en soit, il est donc environ 1 ou 2 heures du matin et nous retournons à Seattle et nous devons nous arrêter pour faire le plein. Il s'arrête à une station-service et je me sens vraiment pas bien. Surtout que cette station essence, elle me semble très effrayante. J'ai vraiment pas envie de rentrer dedans. Alors, je suis dans la voiture, jouant avec la radio, quand soudain, ma porte s'ouvre. Pour vous dire, à ce moment-là, je n'ai vu qu'un éclair d'une personne, parce que tout était d'une rapidité aveuglante. Mais la personne était d'une taille à peu près moyenne. Mais surtout, ce que j'ai pu remarquer, c'est que cette personne avait un regard vide et des vêtements en lambeaux. Je me souviens qu'il portait aussi une veste noire, comme du cuir ou quelque chose comme ça. Mais elle était entièrement déchirée. Donc à ce moment-là, j'essaye de fermer ma porte, mais je me rends compte que cet homme est très fort. Pour vous dire, il était à 2 doigts de gagner ce bras de fer. Mais heureusement, l'adrénaline en moi est montée. Et je ne sais pas comment, mais j'ai enfin réussi à fermer cette porte. Une fois dans la voiture, j'ai commencé à rechercher mon ami du regard. J'étais paniqué et confus. Heureusement, j'ai pu voir Robert et il était en train de crier sur le gars. « Vas-y, casse-toi, éloigne-toi de ma voiture là !» Alors là, étonnamment, l'homme l'a écouté. Pourtant, Robert, c'était pas le gars le plus intimidant ou quoi que ce soit. Mais bon, peut-être que cet inconnu ne voulait pas faire de scène. Surtout qu'à ce moment-là, je ne me souviens pas qu'il y ait eu quelqu'un d'autre à l'extérieur de cette station-service. J'ai alors regardé cet homme s'éloigner et il ne nous regardait même pas. Il ne faisait pas de bruit, ce qui rendait cette scène vraiment très bizarre. Robert remonte dans la voiture et il est exceptionnellement calme, mais impassible. C'est un petit peu comme si tu voyais quelque chose de terrible, mais que tu as trop peur pour bouger. Je regarde pour voir où il regarde, et en fait, il est en train de regarder le type effrayant qui nous fait maintenant face, avec ce même regard sans émotion, nous regardant juste quitter la station-service et retourner vers la route. Pendant tout ce petit laps de temps, je ne l'ai pas quitté du regard. Ça m'a tellement choqué que, à ce jour, je ne m'arrête plus aux stations-service la nuit. Je peux à la rigueur faire une exception s'il y a déjà d'autres voitures ou bien que ça semble animé. Du coup, au gars qui a essayé de monter dans la voiture de mon ami et essayer de me jarter de là, ne nous revoyons plus. Je ne sais pas si cela compte comme effrayant, mais c'était certainement quelque peu alarmant. Mon premier rendez-vous avec mon partenaire a eu lieu lorsque nous avions tous les deux 19 ans et que nous nous étions rencontrés à l'université. Nous sommes devenus à peu près les meilleurs amis immédiatement et avions été des amis proches pendant environ 5 mois avant d'aller à un rendez-vous. Nous étions tous les deux fauchés
une vie d'étudiant. Donc ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire, mais plutôt quelque chose de significatif qu'il voulait partager avec moi. Il était fan de golf et apparemment, avec son père, ils avaient écrit un livre là-dessus. Il m'a demandé un soir si je voulais marcher avec lui parce qu'il voulait me montrer quelque chose qu'il pensait que j'aimerais. Il m'a emmené sur un magnifique terrain de golf et il y avait une belle fontaine au milieu, qui était toute illuminée et qui était assez magique. Nous avons fait une belle promenade tard dans la nuit par une fraîche soirée d'hiver. Quoi qu'il en soit, sur le chemin du retour, une voiture passe très lentement derrière nous. L'environnement était assez boisé et la circulation à cette époque semblait étrange. La voiture est finalement arrivée à côté de nous. Et Dieu merci, il s'est avéré que c'était une voiture de police. L'officier nous a arrêtés tous les deux, nous a demandé pourquoi nous étions sortis si tard, et il a pris nos identités. Il nous a ensuite demandé de monter dans la voiture. Nous lui avons demandé si tout allait bien, et il a dit oui. Mais que pour notre sécurité, il faudrait mieux monter avec lui. Nous sommes alors tous les deux montés, et l'officier a dit qu'il nous ramènerait à la maison car il était tard. Il nous a ensuite demandé si nous avions vu quelqu'un pendant que nous marchions. Et non, nous n'avions vraiment pas vu une seule âme qui vive. Le policier nous a alors expliqué qu'il était à la recherche d'un homme avec un fusil à canon scié qui s'était enfui après un incident antérieur et qu'il craignait qu'il ne soit un petit peu dérangé. Quoi qu'il en soit, il nous a ramenés à la maison et nous étions en sécurité. Je ne sais pas si c'est effrayant, mais c'est certainement effrayant de penser que parfois des gens comme ça errent dans les rues et vous ne le savez pas. Cet homme aurait pu s'approcher de nous tout doucement et nous ôter la vie. Mon partenaire et moi, nous nous sommes séparés 2 ans plus tard. 10 ans après, on s'est remis ensemble et ça se passe très bien. D'ailleurs, vous aussi, vous avez un premier rendez-vous qui s'est pas très bien passé? Juste pour info, en fait, je vis au Royaume-Uni et mon père était policier. Donc je sais pas si ça explique que je suis monté assez facilement dans le véhicule de police. Ok, cette première histoire, elle est maintenant finie. Bon, il se passe pas non plus un truc de fou, mais comme elle le dit, c'est vrai qu'il faut se dire que, tu sais pas y a qui dans la rue. C'est pas écrit sur son visage. T'as pas de données, alors lui il s'appelle Julien Nanani, 24 ans et apparemment pas d'antécédents, tout va bien dans sa vie, là il va juste au McDo et il repart chez lui. Non, c'est pas écrit. Tu sais pas, ça se trouve il y a un mec juste à côté de toi là-bas, son plus grand rêve c'est de tuer des gens malheureusement. Alors attention, soyez pas parano, tout le monde n'a pas envie de tuer tout le monde au cas où. Bref, passons maintenant au deuxième thread d'horreur. Attends une petite seconde là, tu fais quoi? T'as bien aimé le premier thread d'horreur et là tu t'apprêtes à écouter le deuxième thread d'horreur. Je te propose de prendre 3 secondes de ton temps et de cliquer sur le petit pouce bleu. Et si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. Allez, je te laisse écouter le deuxième thread d'horreur. Cette histoire, j'en parlais encore avec ma mère il y a quelques semaines. Ensuite, j'en ai parlé à un ami de longue date. Et cette histoire est toujours là, au fond de moi, quelque part cachée. Principalement parce que au début, cette affaire n'avait pas de fin. Et maintenant, je pense que je la connais enfin. Du moins, je pense. Étant donné que je n'ai jamais été appelé pour témoigner dans cette affaire. Et je ne sais toujours pas ce qui s'est réellement passé. Et pourquoi j'ai été harcelé pendant des mois, puis pratiquement kidnappé. Pardon, excusez-moi, vous devez être perdu. On va rembobiner un petit peu le temps. Cela se passe au Texas. Et à cette époque, j'avais 11 ans et j'étais une petite fille. Mes parents avaient pris sous leur aile une fille d'un ami de la famille qui vivait tout le temps avec nous. J'ai aussi un grand frère et tous les deux, ils étaient en première au lycée. À cette période, on était en fin d'année, donc tous les deux avaient des activités après l'école. Pour ce qui est de ma mère, elle travaille dans les transports scolaires et mon père travaillait en ville à Dallas, donc je n'étais toujours pas accompagné. Et 2 fois par semaine, je rentre seule chez moi et je reste toute seule. Bien sûr, c'était jamais longtemps, je dirais à peu près 1 heure. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, nous vivions dans ce que j'appelle un boondocks, c'est-à-dire qu'il y a des routes secondaires là où j'habite et quelques maisons de temps en temps en direction de la ville. Nous vivions à la campagne, environ 2 km de la ville. Notre allée était très longue, environ 200 mètres. Un jour, alors que j'étais seul, je me souviens avoir vu une voiture rouge ou peut-être marron à 4 portes. Il y avait un homme et une femme assis dedans qui attendaient vers chez moi. Si vous preniez cette route, c'est forcément que vous veniez de la ville, car notre maison est la dernière maison avec la plus longue allée. Et le bus que je prenais venait toujours de l'autre sens. N'oubliez pas, il n'y a que quelques maisons. Mais en plus, elles ne sont pas collées, elles sont vachement éloignées les unes des autres. Alors que le bus me dépose, je m'avance dans l'allée et je vois la voiture démarrer et se coller pratiquement derrière le bus. J'ai donc un petit peu couru, car j'ai eu peur, oui, et je me sentais vraiment pas bien du tout. J'ai juste eu un sentiment bizarre concernant cette voiture et les personnes dedans. À mi-chemin de mon sprint, j'ai regardé derrière moi. Et là, je vois que le bus scolaire est parti et que la voiture a pris sa place et s'est arrêtée. Et les 2 personnes à l'intérieur me regardaient.
Alors je redouble d'efforts et je cours vers la maison. J'entre et je verrouille la porte directement. Je vais à une fenêtre et je regarde dehors et je vois qu'ils sont partis. Quand ma mère et les 2 autres rentrent à la maison, je leur dis ce qui s'est passé. Nous appelons directement la police et faisons un rapport. Presque tous les 2 jours pendant la première semaine, même lorsque les 2 autres étaient avec moi, nous avons vu la voiture rouge ou marron. Bien sûr, les personnes à l'intérieur de la voiture n'ont rien fait d'effrayant, mais ils étaient toujours là tous les jours à la même heure. Et quand j'étais seul, ils faisaient la même chose. Ils s'asseyaient et me regardaient rentrer chez moi. À ce moment-là, je ne savais pas pourquoi ils faisaient ça. Mais avec le recul maintenant, je pense qu'ils essayaient de déterminer ou de comprendre ma routine. Ils voulaient savoir ce que je faisais après l'école. Puis, petit à petit, la voiture se rapprochait de plus en plus de ma maison. Pour vous dire, même le chauffeur de bus a remarqué que cette voiture était bizarre et qu'elle se rapprochait chaque jour de ma maison. Un jour, les 2 personnes qui étaient dans leur voiture étaient si proches, c'est-à-dire pratiquement dans l'allée de ma maison, que le chauffeur de bus m'a déposé et il est sorti du bus pour voir si je rentrais bien en sécurité dans ma maison. D'ailleurs, le chauffeur de bus a fait ça chaque fois qu'il voyait la voiture garée vers chez moi ou proche de chez moi. Pour vous dire, tout ça a duré environ 2 mois. Et une nuit, un week-end pour être plus précise, eh bien je me suis assise dehors sur le porche pour écouter de la musique. Quand d'un coup, j'entends comme une portière de voiture qui claque. Vous allez me dire, ça aurait pu être les voisins. Mais quand je regarde autour, eh bien il n'y a rien du tout. Et puis aussi, comme je vous l'ai dit, eh bien c'est la campagne. Donc la route et les environs sont tout noirs. Il n'y a pas de lampadaire ou de trucs comme ça. Jusqu'à ce que le pâturage de vaches à ma gauche s'allume comme un réverbère. Je me dis que heureusement mon voisin avait mis ça, car sinon le pire serait arrivé. Quand je vois la lumière des vaches s'allumer, je vois au bout de mon allée, assis dans une voiture, une femme et un homme. De là où je suis, je ne vois pas si c'est la même voiture que celle qui n'arrête pas de venir devant chez moi. Je ne sais pas si c'est la même femme ou bien le même homme que j'ai vu la dernière fois. Mais compte tenu de tout ce qui s'est passé, eh bien je suis pratiquement sûr à 85% que c'était eux. Alors je suis directement rentré et j'ai été prévenir ma mère que quelqu'un était assis au bout de l'allée dans sa voiture. Elle et mon père sont directement sortis et j'ai pu entendre le bruit d'une portière et la voiture démarrer et des phares s'allumer. Avec la longue allée que nous avons, mes parents n'ont même pas pu les poursuivre. Alors bien sûr, après ça, je n'ai plus eu le droit de m'asseoir dehors la nuit après cet incident. Une petite avance rapide de quelques jours, voire peut-être même une petite semaine. Plus aucune voiture. Tout est redevenu normal. Plus de voitures, plus de personnes cheloues. À ce moment-là, j'avais presque espéré que cette situation effrayante ne prenne fin. Un jour, alors que le bus me déposait chez moi, je devais aller à la boîte aux lettres qui était de l'autre côté de la rue. J'ai été vérifier la boîte aux lettres et il n'y avait rien, c'était vide. Je recule alors et je suis dos à mon allée. Et là, sorti de nulle part, je suis attrapé par des bras de femmes qui essayent de me tirer. Et heureusement, elle n'a pas une assez bonne prise sur moi. Donc j'ai été capable de me tortiller un petit peu librement et de lui donner un coup de poing au visage. Ça l'a surpris et elle m'a lâché complètement. Et dans la foulée, je me suis mis à courir comme une folle dans cette allée interminable. À cette époque, je n'étais pas toute maigre et je pesais bien mon poids. Donc ça a été difficile pour moi de courir dans cette grande allée pour arriver jusqu'à ma maison. Quand je suis enfin rentré chez moi, je me suis directement caché dans le placard de ma mère et j'ai attendu. J'ai attendu que ma mère rentre et me cherche pour sortir de ma cachette. J'étais caché dans son immense dressing qui allait de la salle de bain de mes parents à la mienne. Quand je suis sorti de ma planque, j'ai pleuré et j'ai essayé de lui dire tout ce qui s'était passé. Nous avons appelé la police et ils ont bien entendu fait un rapport. Puis la vie a repris. Quelques jours plus tard, ma mère m'a dit qu'il y avait eu pratiquement un autre enlèvement en ville à quelques pâtés de maison. Et la petite fille qui a réussi à s'échapper avait dit qu'il y avait un homme et une femme dans une voiture de couleur rouge. Après ça, environ une semaine plus tard, dans la ville voisine, il y a eu aussi presque un enlèvement devant une école. Et la petite fille qui a elle aussi réussi à s'échapper a décrit un homme et une femme toujours dans une voiture rouge. Après tout ça, eh bien les enquêteurs ont réussi à les attraper. Et comme je vous l'ai dit au début, je n'ai jamais été appelé à témoigner. Et autant que je le sache, les 2 autres fillettes non plus. Je n'en ai plus jamais entendu parler. Et quand j'ai demandé à ma mère de m'en reparler, elle m'a dit que au final cela n'avait rien donné. Alors des années plus tard, je suis devenu une mère poule, un petit peu trop surprotectrice. Mes enfants ne quittent pas la maison sans moi, je ne les laisse jamais seuls. On est né à 11 ans, le monde est un endroit dangereux. Puis, il y a quelques semaines, je suis tombé sur un documentaire intitulé « Comment créer un scandale plus de 18 ans ».
Apparemment, il s'agit d'un club échangiste à Minneola, au Texas, qui obligeait les enfants à faire des faveurs plus de 18 ans. Alors, quand j'ai regardé l'article de plus près, ma bouche est tombée. Parce que là, ça se passait pendant la période où je me faisais traquer et que j'ai été pratiquement kidnappé. Plein de questions sont sorties d'un coup de ma tête. Est-ce que ces personnes voulaient m'emmener là-bas? Qu'est-ce qu'ils allaient faire de moi une fois qu'ils m'auraient kidnappé? C'est alors que dans le reportage, ils ont affiché des photos des personnes impliquées dans cette affaire. Bien évidemment, ça a attiré mon attention. Ces personnes me semblaient vraiment familières. Elles me semblaient si familières que j'en ai eu la chair de poule. Et mon ventre s'est retourné quand j'ai vu la photo de l'homme et de la femme à l'écran en gros plan. Sur le moment, je n'étais pas sûr de moi. Alors j'ai directement appelé ma mère et j'ai pris en photo les visages qui passaient à la télé. Je lui ai envoyé les photos et je lui ai demandé si elle les reconnaissait. Ma mère m'a dit que oui, elle les reconnaissait, que c'était sûrement eux qui étaient tout le temps devant la maison. Et c'était sûrement eux qui avaient essayé de me kidnapper. Peut-être que toute cette histoire semble un petit peu tirée par les cheveux. Mais Minneola n'est qu'à 25 ou 30 minutes de là où je vivais. Alors maintenant, est-ce que j'ai obtenu une réponse à un tas de questions qui tournaient dans ma tête? Oui et non. Je pense que tout ceci est lié. Et que c'est pour ça que moi et les autres fillettes à cette époque n'avons pas été appelés à témoins. Bien sûr, je ne blâme personne à cette époque. Vous savez, les gens dans une petite ville comme ça n'aiment pas beaucoup parler. Puis plus tard, nous avons déménagé de là-bas pour nous éloigner du taux de criminalité de Dallas. Après cet article, j'ai essayé de faire un petit peu plus confiance à mon aîné. Mais il ne sort pas tant que ça à vrai dire. Tant mieux, cela me fait moins de soucis. Par contre, mon deuxième fils aime être à l'extérieur, tout comme mon plus jeune. Dans ma propriété, j'ai une cour arrière clôturée. Et je vis dans une communauté qui compte beaucoup de couples âgés. Et nous veillons tous les uns sur les autres. Mais en tout cas, les presque kidnappeurs sont pas hyper forts non plus parce qu'ils ont presque kidnappé à chaque fois. J'espère qu'ils ont pas réussi à faire beaucoup de victimes en tout cas. Bon, si t'as kiffé la vidéo, tu connais un petit pouce bleu et un abonnement, ça fera très plaisir. Et si jamais tu veux plus de thread horreur, je t'invite à aller voir cette vidéo là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.